pas. Moi, j'étais au second étage. Je ne savais pas qu'au 5e étage, il y avait une opération de l'armée et de la police qui visait à capturer Pablo Escobar. Chaque culture, chaque civilisation a des façons différentes de pouvoir d'être managé et de pouvoir être géré. Le fait d'être adaptable et le fait d'être résilient et le fait aussi de mettre son ego de côté et quelque part de laisser en fait son savoir à la porte pour essayer d'arriver en homme neuf sur des projets. Par contre, si tu veux, pour moi, ce qui est toujours très important, c'est ce qu'on disait à l'époque, quoi. C'est-à-dire science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, oui, bien sûr, le bon escient. Alors, premièrement, il faudrait que ça l'amuse. Parce que le management de transition est un métier pénible, est un métier très dur, et il faut qu'on y trouve une contrepartie. Donc c'est vrai que la contrepartie, c'est de pouvoir s'amuser. Si ça ne l'amuse pas, qu'il aille à la pêche, ça va être beaucoup plus simple. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le 2e épisode de la Kairos Touch. Kairos Touch, donc l'émission qui décrypte les métiers IT d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Carlo Usan, DSI de transition que nous avons rencontré dans le cadre de nos activités communes de management de transition. Et Carlo, aujourd'hui, on a le plaisir de te recevoir car tu as un parcours extrêmement riche et intéressant sur lequel on aimerait revenir. Notamment de tes débuts, de ta première scolarité en Tunisie, puis ton PhD à l'Université de Turin en intelligence artificielle. Tes démarrages en tant que chef de projet, directeur de projet, puis DSI, et aujourd'hui DSI de transition. Donc voilà, on aimerait rediscuter de tous ces éléments. Tu as également beaucoup voyagé dans le cadre de ta profession, avec des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, la Côte d'Ivoire notamment, et l'Indonésie également. Et voilà, j'aimerais que tu nous expliques comment tu en es arrivé là, comment tu es arrivé dans les métiers de l'IT et pourquoi DSI et DSI de transition. Alors, c'est une très bonne question, je te remercie de me poser. En fait, moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle la concaténation d'événements. C'est-à-dire que j'ai commencé, comme tu le disais, donc en Tunisie. Moi, j'ai grandi à Tunis. J'étais au lycée français, etc. Mais étant de nationalité italienne, j'ai volontairement choisi d'aller faire mes études en Italie, qui était quand même mon pays d'origine, que je ne connaissais pas, mais que je mourais d'envie de connaître, puisque chez nous étions quand même emprunts et tout à fait imbibés de culture italienne. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller à Turin. Alors, je ne vais pas vous raconter pourquoi j'étais à Turin, parce que ça serait long, et ça serait aussi lié à toute la partie de concaténation d'événements qui en fait nous lie et qui gère la vie. Mais en fait, juste après mon bac en 82, j'étais à Turin. Donc j'ai débarqué à Turin le 24 septembre 82. Il faisait pas encore trop froid. Et j'ai fait des études d'informatique. Alors pourquoi l'informatique ? Parce que c'était quelque chose qui commençait à me passionner, mais on en était à ses débuts à l'époque. Et donc j'ai fait des études d'informatique que j'ai fini quelques années après. Et après avoir commencé à travailler donc dans la société qui était le leader informatique de l'époque en Italie du Nord, en Italie du Nord-Ouest, donc qui était Olivetti. Olivetti était une société qui était plus qu'une société, était quand même un modèle social, était une façon de vivre, une way of life qui justement était très très originale à l'époque, puisque Olivetti prévoyait d'avoir beaucoup de bien-être et beaucoup d'avantages pour ses employés. Donc j'ai commencé, après avoir fini mes études, dans une filiale d'Olivetti qui était à Turin. Et j'ai commencé à faire de la vente, parce que j'ai le parcours d'intégration pour les jeunes ingénieurs chez Olivetti était qu'il fallait avoir fait un peu tous les métiers de l'informatique. Donc j'ai commencé de la vente, avec de la vente, puis j'ai poursuivi avec une partie technique. Alors c'était de la technique de base, il fallait aller réparer les ordinateurs qui ne marchaient pas, et ça dans une zone. Donc Turin étant dans le Piémont, j'ai sillonné tout le Piémont, déjà en voiture, pour aller réparer les ordinateurs. Alors pour les gens qui s'en souviennent, c'était les IBM 36, les IBM 38.
Et Les vieux de la vieille. les très vieux de la vieille, pas les vieux de la vieille. Et ben voilà, j'ai fait ça pendant quelques temps. On vendait aussi des IBM 36. Alors tu me dis pourquoi une société comme Olivetti vendait des IBM 36? Tout simplement parce que c'était un marché qui était très très preneur pour l'époque. Voilà. Donc à ce titre, j'ai passé aussi quelques temps à Venise. J'ai passé 6 mois à Venise dans le centre de recherche d'Olivetti, qui était à l'époque très connu. Donc il faut se rendre compte qu'Olivetti était quand même un colosse de l'informatique, un colosse au niveau mondial et un colosse italien, bien évidemment, qui servait l'administration, qui servait beaucoup de monde. Avec des ramifications dans l'État et les services publics italiens, j'imagine. Voilà, exactement. Alors quand tu dis ramification et que tu parles d'Italie, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'on pense, mais oui, c'était à peu près ça, quoi. Donc voilà. Et on a commencé comme ça, un peu par hasard. Puis j'ai été muté au siège d'Olivetti, donc à Ivrea, qui se trouve entre Turin et Aoste. Alors Aoste en Italie, donc au pied du Mont Blanc. Et vu que je parlais, selon mes collègues de l'époque et mes chefs, j'étais censé parler plusieurs langues. Donc je parlais effectivement l'italien, le français et l'arabe de mon passé tunisois. Donc ils m'ont dit, bah, c'est bien, tu parles les langues, donc tu vas aller à l'international. Ok. Et français, italien, arabe et anglais, j'ai été envoyé en Amérique latine. Donc j'ai passé pas mal de temps en Amérique latine, ce qui au début me contraignait un peu parce que j'étais un peu crispé de ne pas pouvoir trop parler les langues que je connaissais, mais j'ai dû quelque part on va dire, sortir de ma zone de confort, qui est un des piliers de ma carrière. Donc j'ai dû apprendre l'espagnol, que je continue à parler relativement bien, et le portugais, puisqu'on avait aussi beaucoup de missions qui étaient entre tous les pays hispanophones et les pays lusitophones, donc le Brésil en l'occurrence. Voilà, donc ça a été un petit peu le début de ma carrière, mais c'était une autre époque, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'iPhone, on n'avait pas de carte de crédit, on n'avait pas de téléphone qui était de portable, donc on communiquait chez nous. Alors c'est vrai que chez moi, j'avais fait installer un fax, je m'étais acheté un fax et j'essayais d'envoyer, alors quand c'était possible, parce que souvent il n'y avait pas de réseau, ou souvent c'était pas possible, j'essayais d'envoyer justement des lettres pour donner des nouvelles. Donc voilà. Et puis on se promenait avec des espèces un peu dans toutes les poches pour pouvoir payer les hôtels et survivre. Donc voilà, ça je l'ai fait pendant pas mal de temps. Alors au début c'était assez contraignant, mais c'est vrai qu'à la fin, avoir passé 6 mois, 6 mois sur les hauts plateaux, sur les Andes, dans des mines, c'est vrai que ça pouvait paraître frustrant, mais non, à la fin, j'en garde. C'est vrai qu'à posteriori, et chaque fois qu'on a une mission, elle est très, très pénible, mais après, on en garde des bons souvenirs, et que j'en garde des souvenirs assez beaux, quoi. Et est-ce que c'est ce qui t'a donné un peu le goût de l'aventure qu'on retrouve en fil conducteur de ta carrière? L'aventure, malheureusement, j'ai jamais trop cherché j'ai jamais trop cherché à la poursuivre. C'est un petit peu l'aventure qui m'a poursuivi. C'est vrai que bon, j'ai eu la chance quelque part ou la malchance, hein, de me trouver. Par exemple, j'étais en Colombie et j'avais choisi un hôtel et j'étais tranquillement dans cet hôtel, mais je ne savais pas. Moi, j'étais au second étage et je ne savais pas qu'au 5e étage, il y avait une opération de l'armée et de la police qui visait à capturer Pablo Escobar. Donc, c'est vrai qu'au lieu de passer une dizaine de jours à Cali de façon tranquille, j'ai passé 3 jours sous le lit en attendant que les coups de mitraillette et que l'opération se termine. Oui, donc c'est vrai que parfois, je ne cherchais pas. Bon, après, c'est vrai qu'elle est venue, donc on a appris, mais c'est vrai que c'est avec comme on dit en italien, con il senno di poi, c'est-à-dire avec la raison de ce qui s'est passé dans le passé. C'est vrai qu'on peut se dire que oui, ça a pu être amusant. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était pas très cool, quoi. Et c'est vrai, Carlo, là, on disait tout à l'heure, donc 30 ans d'expérience aujourd'hui, 20 ans à l'international, du coup, dans des environnements multiculturels, Europe, Asie, Afrique, Amérique du Sud.
maîtrise des langues, justement, qui t'a permis d'aller dans des contextes tellement différents. Aujourd'hui, par rapport à ton parcours, du coup, et je pense qu'Adrien, tu vas en parler après derrière, ce choix de management de transition, comment il t'est venu à l'idée justement de t'orienter là-dessus? C'est quelque part les circonstances qui ont guidé mes choix. Oui, bien sûr, j'ai eu une expérience assez haute en couleur sur tout ce qui regarde l'étranger, les langues, etc. Mais après, quand j'ai commencé à faire du management de transition, c'est-à-dire en 2012, après que Suez m'ait quitté, le choix a été quelque part, s'est imposé. Et le fait d'avoir justement eu un parcours à l'international était réputé comme une arme. Voilà. Bon, première mission qu'on m'avait proposée en tant que manager de transition, c'était d'aller faire le patron des opérations sur un hôpital qui se trouvait à Benghazi, en Libye. Et finalement, par bonheur, la mission ne s'est pas faite, ne s'est pas faite avec ce cabinet-là. Le manager de ce cabinet avait eu le nez creux, puisque le cabinet qui a repris la mission, en fait, est revenu en France quelques mois après, sauf qu'il y en a 3, dont le patron des opérations, qui est revenu entre un certain nombre de planches, quoi. Ouais. Donc, voilà, de l'aéroport au cimetière. Ouais. Oui, donc oui, c'est un petit peu la nécessité qui fait l'emploi. Et voilà, après les missions, elles se sont un peu enchaînées au fil des hasards. C'est-à-dire que quand j'étais chez Olivetti, oui, je me suis concentré beaucoup sur l'Amérique latine, mais j'ai aussi fait les Russies. Alors les Russies de l'époque, c'était pas du tout la Russie qu'on connaît actuellement. Et quelques missions en Australie. Alors, c'est vrai que aussi pendant les Russies de l'époque, c'était assez dur. On a été attaqué par la mafia russe dans le bureau d'Olivetti. Et ça fait partie du jeu, quoi. Après, on s'en souvient avec bonheur et on en parle, quoi. Ouais. Mais bon, sur le moment, c'est vrai Sur que le c'était coup, pas... bien sûr, ouais. Oui, sur le coup. Et c'est vrai que la chose qui m'avait le plus impressionné quand parce que j'étais pas loin de la porte et j'avais la vision sur la porte d'entrée. Et c'est vrai que je revois en fait un peu d'agitation et je revois un type qui était énorme, qui a déboîté l'épaule du gardien avec une main. C'est vrai que ça peut impressionner ce genre d'approche, quoi. Surtout quand tu es un jeune ingénieur t'as 28, 29, t'as 25, 26 ans. Tu voulais quoi. faire que de l'IT à la base. Et là, tu te retrouves. Oui, dans des- voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand tu es payé pour faire de l'IT et que tu vois que tu regardes et que tu te dis il y a quelque chose qui se passe là. Ouais. Et voilà, mais enfin, c'était de la vie commune, tout ça, quoi. Ouais. Bon, avec des anecdotes comme ça, on en a des tonnes, surtout liées à la vodka et à toute la culture russe, quoi. Oui, bien sûr, mais Bien enfin, sûr. c'était assez Ça fait partie de la sympathique. culture, ouais. Ça fait partie de la Oui, ça culture fait de la chaque- partie de la bien sûr. culture. Donc, si tu veux, pour revenir à ce que tu me posais comme question au sujet de la multiculturalité, oui, tu t'adaptes un petit peu à trouver une façon de manager. Parce que c'est vrai qu'au début, j'étais plus en tant que consultant sur des missions en interne. Mais après, au fur et à mesure des missions, une fois que j'ai acquis un petit peu plus de maîtrise dans la partie technique, dans la partie de gestion de projet, c'est vrai que j'ai été quand même pas mal en interface sur des clients locaux. Donc chaque pays, chaque culture, chaque civilisation a des façons différentes de pouvoir d'être managé et de pouvoir être géré. Donc, si tu veux, l'adaptabilité, parce que tu dois quand même être très adaptable pour faire le type de métier que tu fais, est quand même une qualité première. Et tu t'aperçois un petit peu que l'objectif reste le même, c'est-à-dire que tout le monde veut aller de l'avant et mener les projets. Par contre, la façon de le faire diffère selon les continents, selon les pays, mais parfois aussi selon les villes. Tu vois, tout dépend un petit peu qui tu dois manager et avec qui tu dois interagir. Mais voilà. Mais c'est quand même le fait d'être adaptable et le fait d'être résilient et le fait aussi de mettre son ego de côté et quelque part de laisser en fait son savoir à la porte pour essayer d'arriver en homme neuf sur des projets. C'est vrai que c'est assez important. Ne pas avoir de certitude aussi. Ça ne sert à rien d'avoir des certitudes. De toutes les façons, quelle que soit la certitude que tu as, elle est automatiquement
est automatiquement démonté par les personnes que tu as en face. Bien sûr. Et justement, dans des contextes où les cultures diffèrent, où on se retrouve projeté dans une mission, dans un environnement qui est peut-être pas connu, comment on arrive à être impactant avec un comité de direction qu'on ne connaît pas forcément, dont les usages sont tout à fait nouveaux. Tu as parlé de l'adaptabilité, mais quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se retrouverait un petit peu comme toi, dans des missions assez touchy, dans des environnements inhabituels? La première suggestion que je pourrais me permettre de lui donner, c'est justement de n'être surpris par absolument rien. C'est-à-dire que ne faut absolument jamais être surpris de quoi que ce soit. Je te donne un exemple. On travaillait au Venezuela, je crois. C'était aux Philippines. On travaillait avec notre partenaire local qui était aussi ministre qui était aussi un ministre. Et quand il arrivait en réunion, son amusement préféré, c'était de sortir son pistolet, de le mettre sur la table. Donc non, il faut toujours accueillir ce qui vient avec indifférence, essayer d'y mettre une touche d'humour là où c'est possible, et puis voir un peu quelles sont les méthodes de management. Donc il y a des pays où la méthode de management, et il y a des endroits où la méthode de management se fait en mettant ses attributs sur la table. Donc là aussi, il faut essayer de les mettre, mais il ne faut jamais oublier que nous ne sommes pas des locaux et que nous sommes évalués par justement la méthode de management que nous apportons. Donc, en fait, ce qu'il faut... Le meilleur des deux mondes. Voilà, c'est ça. Il faut essayer de prendre le meilleur des deux mondes. Et naturellement, il faut toujours détecter des failles dans les personnes pour pouvoir comprendre ce dont elles ont vraiment besoin. Et une fois que tu as compris ça, à ce moment-là, tu peux aller de l'avant. Moi, une méthode que j'utilise beaucoup, c'est une méthode qui est liée au café. Tu vois, donc, chacune de mes expatriations, j'ai toujours dans mes bagages 2 machines à café. Alors, c'est les vieilles machines à café. Alors, je sais que je suis, pour personnes qui me connaissent et qui vont m'écouter, je sais que j'ai des habitudes de vieux, mais je suis fier d'être vieux quelque part. Et donc, j'ai 2 machines à café avec un café que j'apporte toujours avec moi et qui est un café italien qui est très bon. Hein, chaque fois que je vais en Italie, j'en fais des réserves. Et une de ces machines à café, justement, est au bureau. Alors, pourquoi ? Parce que généralement, le café qui est fait et qui est offert dans les bureaux est assez imbuvable. Donc, j'ai mon propre café, mais c'est très important parce que, assez rapidement, mon propre café devient le centre, devient en fait un endroit où, hors d'un formalisme de bureau, on se réunit justement à côté pour les pouvoir langues se délient. justement... Comment ? Où les langues se délient. Voilà, c'est ça, où les langues se délient, où quelque part on partage quelque chose. Et donc le partage du café est très important. Donc en fait, on trouve un dénominateur commun pour pouvoir justement avoir une base sur laquelle on peut évoluer. Bien donc, sûr. Et partager du coup. Et partager, bien sûr. Évoluer. Donc premièrement partager et deuxièmement évoluer. Parce que très très important, c'est de trouver des dénominateurs communs avec les interlocuteurs des différents projets. Et ça marche avec tout le monde, hein, parce que le fait d'avoir un bon café, c'est quelque chose qui arrive très très vite aux oreilles du comité de direction, aux oreilles de tout le monde. Donc c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc on a une sorte de fraternisation, une sorte de communication informelle qui ensuite se rebascule sur une communication formelle qui se passe autour de la machine à café. C'est-à-dire autour de la machine à café, autour d'un bon café. Et c'est vrai que ça commence quand on montre comment on fait le café. Généralement, c'est je parle d'Arabie Saoudite, ils ne connaissent pas ce type de café puisqu'ils ont un café qui est complètement différent. Ils ont un café qui est blanc, qui n'est pas toasté avec de la cardamone. Et sauf que ce café, c'est d'une puissance infinie. Donc, si tu en bois 2 le matin, tu es encore réveillé à 3 heures du matin du lendemain, quoi. Mais justement, quand tu expliques et que tu montres comment se fait ce café, quand tu transmets quelque chose, c'est là où les gens commencent un peu à avoir une sorte de lien et de dialogue. Voilà, justement. Donc, tout part de là. Oui. Et les situations les plus tendues, parce qu'on a eu souvent des situations où on partait vers de 2 extrêmes qui étaient complètement différents, les situations les plus tendues se sont déliées justement autour de la machine à café. Je sais pas, j'ai eu des situations assez complexes à délier avec des syndicats et c'est souvent
c'est souvent autour d'un café que ça a commencé. Bon, après, ça a terminé dans des locaux autour d'un autre type de boisson, on va dire, qui se boit À d'autres heures. à d'autres heures avec du glaçon, etc. Mais bon, le début est quand même le café. Ouais. Tu parles de situations tendues. Le manager de transition, il arrive toujours dans des contextes IT, là pour le coup, parce qu'on parle d'IT, de crise pour le coup. Alors, le manager de transition, par vocation, est une personne qu'on peut comparer à Code Quantum. C'est-à-dire, Code Quantum, vous êtes peut-être un peu trop jeune, mais Je m'en souviens de Code Quantum. pour les personnes qui ont connu Code Quantum, vous arrivez sur une situation, et en fait, Code Quantum arrive sans rien connaître, et il est parachuté au milieu d'une situation qu'il ne connaît pas du tout. Et où il y a de l'hostilité à son égard, bien souvent. Alors, l'hostilité à son égard, elle est de toutes les façons présente et ultra exacerbée, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te dit pourquoi l'entreprise a été dépensée de l'argent alors que je pouvais sûrement le faire moi-même. Alors que tout le monde est convaincu de faire le travail que peut faire un manager de transition. Alors, c'est vrai que c'est souvent vrai, mais pourquoi ils ne le font pas? Donc, il y a une histoire de confiance, il y a toute une série et puis, il y a le manager de transition évite aussi d'être lié à des questions de pouvoir. C'est-à-dire que le manager de transition n'est pas là pour faire des luttes de pouvoir, donc de perdre du temps, mais là pour résoudre une situation donnée. Donc, ce qu'il se passe quand un manager de transition arrive, oui, c'est qu'il a une hostilité, et puis il se trouve dans un rapport où il doit être efficace tout de suite, sans connaître le passif, sans connaître le passé, et en ayant une description généralement de la part du DG qui ne correspond absolument pas à la réalité. Voilà. Donc en fait, le Code Quantum qui arrive, donc il est là, il est parachuté au milieu de nulle part, il doit comprendre rapidement et doit en fait proposer un plan d'action assez rapidement pour pouvoir sortir de l'état de crise. Donc oui, bien sûr, il y a des moments où on perd la foi, quoi. On se dit, waouh. Et dans des contextes où tu présentes des jeux de pouvoir, on sait que les jeux de pouvoir, souvent dans l'entreprise, ça fait partie des principaux bloquants pour avancer sur des projets. Comment, en tant que figure externe, tu arrives à mettre des gens autour de la table et débloquer les situations et surtout faire en sorte qu'on puisse avancer pour le bien de l'entreprise et non pas pour satisfaire l'ego d'un tel ou un tel? Alors, pour débloquer des situations, tu es bien gentil pour essayer de débloquer des situations. Parce que souvent, tu as des situations qui ne veulent pas être débloquées. C'est-à-dire que tu as des gens qui ne veulent pas avancer. Le verre est dans le fruit. Voilà, c'est ça. Souvent, ce sont des missions qui sont présentées par des personnes qui sont eux-mêmes à l'origine de ces blocages. Donc en fait, la difficulté de la question, c'est de les identifier le plus rapidement possible. Mais c'est souvent pas possible. Et c'est souvent lié à des mots qui se disent, à des idées, à des concepts qui se lient et qui se lisent et qui s'interprètent en discutant avec les gens, quoi. Voilà, tu vois, donc on essaye souvent d'essayer de capter quelques signaux faibles. Alors après, il y a toujours quelqu'un qui vient nous parler, il y a toujours quelqu'un qui adhère, quoi. Parce qu'après, quelque chose qui est très très important, justement, c'est qu'en tant que manager de transition, tu dois non seulement résoudre le problème, mais tu dois aussi fédérer les équipes. Et pour fédérer les équipes, tu dois justement avoir une posture de leader, chose qui n'est pas donnée à tout le monde, quoi. Parce qu'il y a certains managers de transition aussi qui sont antipathiques, qui ne sont pas avenants, qui ne sont pas sympathiques. Alors ils sont peut-être très compétents, mais ils ne sont pas sympas. Donc à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué de former une alliance avec eux. En tous les cas, contexte, c'est de résoudre le problème, avoir des alliances et les bonnes. Les bons sponsors. Voilà, les bons sponsors. Une des clés en fait du management de transition, c'est quand même d'être soutenu par la hiérarchie qui t'emploie, qui est quand même l'adage. Il y a un très fameux adage, quoi, qui est ton premier chef. C'est qui? Ton premier client, c'est qui? C'est ton chef. Il n'y a pas de. Donc en fait, il faut tout de suite voir qui est le donneur d'ordre. Il faut tout de suite voir. Il faut essayer de s'affilier à lui. Et puis si on voit qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Parce que c'est vrai que dans certaines de mes missions, je me suis aussi aperçu que c'était le donneur d'ordre qui était à la cause de tout le problème. Donc, et là, clairement, tu es infusible dans ce type de... Oui, mais de toutes les façons, le manager de transition est infusible. Puisque une fois que la mission est finie, si le manager de transition reste trop, il est accusé justement de profiter de la situation.
une des grandes caractéristiques du manager de transition, c'est de savoir partir. C'est de savoir partir le moment venu. Et comment on réussit sa sortie? Si elle n'est pas dictée par un coup de pied au cul, comment on réussit sa sortie, justement, c'est en la préparant. Parce qu'une des tâches du manager de transition, justement, c'est de recruter son successeur. Donc, une fois qu'on a recruté son successeur, et là, justement, il faut se baser sur l'accord de tout le monde, sur le coram populi. Et justement, c'est d'essayer d'avoir le plus de consensus possible et de respecter les désirs de l'équipe. Je sais que je ne vais pas vous dire laquelle, mais j'ai été face à un patron de l'infra qui était toxique, qui était harcelant, etc. Et la personne que j'ai recrutée pour me remplacer, justement, j'ai surtout veillé à sa bienveillance vis-à-vis des équipes. Et donc, ça dépend des équipes, en fait. Il faut, une fois qu'on a pris le pouls de l'équipe, une fois qu'on a connu l'équipe, justement, c'est de faire en sorte que le successeur soit embauché selon alors je ne dis pas les désirs, mais selon, si vous voulez, ce que demande l'équipe et ce que demande la direction aussi. Donc, il faut arriver à allier dans la recherche du successeur à la fois quelqu'un qui corresponde aux besoins du client, mais également qui corresponde aux réels besoins de l'entreprise. Et c'est là où je pense que le manager de transition doit arriver aussi à convaincre son donneur d'ordre des qualités du profil attendu. Parce que parfois, eux, je pense qu'ils ont une vision peut-être éloignée des réels besoins de leur propre entreprise. Si c'est possible, c'est ce qu'il faut faire, oui, justement. Mais ce n'est pas toujours le cas, je le répète, c'est pas toujours le cas. En tous les cas, le manager de transition, donc, quand il sent qu'il arrive vers la fin de sa mission, à ce moment-là, il en parle. Il dit, voilà, bon, écoutez, je pense rester encore 2 mois. Si le client est sympa, il vous dit, oui, tu peux rester même 2 ou 3 mois, le temps de te trouver une autre mission. Sinon, s'il n'est pas sympa, il te dit, bon, écoute, casse-toi tout de suite. Mais on s'y attend. C'est-à-dire que la vocation du manager de transition, justement, c'est, une fois que la situation est résolue, code quantum, il disparaît sur une autre solution. Alors, il disparaît vers une autre mission, avec justement le bémol qu'au milieu, il y a quand même une période de récupération. Ouais. Parce que c'est quand même... On ne ressort pas indemne de chaque mission. Ouais. On ne ressort pas indemne, on ressort généralement assez éprouvé, parce qu'il y a des situations qui peuvent être justement sensibles. Et la plupart d'entre nous sont munis de sensations et de sensibilités. Donc, parfois, c'est vrai qu'on a du mal à se remettre de certaines situations que l'on peut vivre. Oui, bien sûr. Mais c'est pas... Et justement, Carlo, si tu devais peut-être aujourd'hui mettre en avant une situation de crise qui est pour toi, dans ton expérience assez riche, la plus complexe, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? D'un point de vue technique ou d'un point de vue humain? On peut faire les deux. Les deux, hein. Tu peux faire celle d'un point de vue technique et celle d'un point de vue... Parce que c'est vrai qu'on parle d'humain là depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a aussi des contextes techniques. D'un point de vue technique, hein. une des pires situations dans laquelle je me suis trouvé, ça a été justement une société qui a été cyberattaquée, donc sans la possibilité de redémarrer. Le prévenu vendredi, et j'ai commencé lundi pour justement recommencer à... Il n'y avait pas de PRA, il n'y avait pas de PCA. En fait, il n'y avait absolument rien. Ouais. Et tout était à l'arrêt. Donc, en fait, on a dû recommencer, on a dû remettre un petit peu en route les choses. Tu n'as pas dû beaucoup dormir durant cette mission? Non, j'ai passé quelques mois assez intenses. Et surtout intenses dans la tête. Parce que d'un côté, on avait les équipes informatiques qui se disaient quelque part, c'est de notre faute. Si on s'est fait hacker, après rassurer les gens. Ce qui était dur aussi, justement, c'était de parler au codir et justement d'exposer au codir le fait que on ne pouvait pas être opérationnel tout de suite. Pourquoi? Pour telle raison, telle raison, telle raison. Donc le codir est patient 1 semaine, le codir est patient 2 semaines, le codir est patient 3 semaines, puis le codir, il te dit, bon, qu'est-ce que tu fous? L'informatique, si tu veux, c'est un domaine qui est intangible, qui est... il n'y a pas de... Ça marche ou ça ne marche pas. Ouais. Et le meilleur indicateur pour justement le bon fonctionnement d'un département informatique, c'est le silence. C'est-à-dire que si personne ne vient te voir, c'est que tout marche. C'est que ça fonctionne. Ouais. Voilà, justement. Donc,
Et en corollaire de ça, le fait que tous les DG soient tout le temps flanqués à l'informatique et collés au département informatique pour savoir quand ça pourrait marcher, c'est pas de bon. mauvaise Voilà. santé. Voilà, c'est un signe de mauvaise santé. En plus, à tout cela s'ajoute toute une série de joutes verbales que font les dirigeants. Ils te disent « Ah, mais attends, si ça marche et ça marche aussi, donc ça devrait pouvoir marcher, etc. » Donc il y a des règles de 3 qu'ils essayent d'appliquer en te disant « Non, mais ça devrait marcher d'ici 3 semaines », alors que tu sais pertinemment que ça ne va pas marcher. Donc du coup, ce qu'il faut faire là-dessus, c'est communiquer avec le plus de transparence ce que l'on pense faire, quoi. Mais en sachant que sur un plan après une cyberattaque, il n'y a pas forcément de règles, il n'y a pas forcément de situation, et il n'y a pas forcément une procédure à suivre qui est meilleure que d'autres, quoi. Il faut vraiment faire le plus vite possible et essayer de perdre le moins d'argent possible. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place justement pour reconstruire derrière le système d'information? Très simple. On a isolé le système qui avait été hacké, on a racheté, on a reloué toute une série d'espace sur les serveurs pour refaire à partir de zéro les données. Et toute la partie de sauvegarde, il a fallu aller le chercher vraiment très en amont, puisque il n'y avait pas beaucoup de sauvegarde. Enfin, c'était assez compliqué, quoi. Et par rapport à ça, j'ai 2 questions en une. Je vais essayer d'avoir 2 réponses. C'est ça. Quand on observe les différentes cyberattaques dont on entend parler régulièrement dans les médias, on se rend souvent compte que les entreprises ont un degré très faible de maturité sur les enjeux de cybersécurité et surtout rechignent à investir dans la protection de leur système d'information jusqu'au jour où c'est parfois trop tard. Et la deuxième question qui suit, mais qui est connexe, est-ce que tu ne trouves pas qu'aujourd'hui, malgré tous les beaux discours qu'on entend des directions générales, on considère encore un peu trop l'IT et la sécurité informatique comme un centre de coût, alors qu'aujourd'hui, clairement, on se rend compte que ça doit être un centre de valeur ajoutée pour l'entreprise? Oui, bien sûr. L'IT, de toutes les façons, quoi que tu fasses, est un centre de coût. Et ça, je me rappelle, ça avait été clairement exprimé par un des directeurs généraux que j'avais quand je travaillais dans l'eau, qui me disait, oui, écoute, l'IT est super importante, l'IT est fondamentale pour nos métiers. Moi, je lui disais, l'IT, c'est comme le persil, il y en a partout, tu le mets partout. Et lui m'a fait la remarque, il m'a dit, oui, mais je ne peux pas mettre un compteur quelque part dans ton IT pour facturer. Donc, il m'a dit, c'est un centre de coût. Et sur ça, ça restera un centre de coût. Donc, tant que ça reste une fonction support, ça va rester comme ça. Deuxième réponse. Alors, oui, la cybersécurité est de moins en moins, mais surtout depuis le Covid, mais elle est quand même elle n'est pas assez respectée, elle n'est pas assez mise en valeur. Et ça, si tu veux, c'est lié à 2 causes. Enfin, les utilisateurs disent, au lieu de dire la cybersécurité, c'est là pour nous faire progresser, ils te disent, putain, ils nous font chier, ils nous mettent des nouveaux trucs en plus, alors qu'on n'en a pas besoin. Et puis, il y a aussi le mot, ça n'arrive qu'aux autres. Mais malheureusement, de moins en moins, ça n'arrive qu'aux autres. Tu vois. Alors, j'ai senti dans ta question, j'ai senti une troisième question qui est quand même assez importante, c'est quel est le rôle du directeur IT? Est-ce que le rôle du directeur IT doit être de reporter à quelqu'un qui est d'une fonction transverse, ou alors le rôle du directeur IT est d'être au CODIR et de pouvoir... Alors, c'est vrai que on va dire que dans certaines situations, on aurait pu avoir... certaines situations auraient pu être évitées si le directeur IT n'avait pas dû répondre au directeur au-dessus qui n'était pas le PDG, quoi. Parce que là aussi, c'est vrai que tout le monde, toutes les personnes qui ont un ordinateur à la maison se prétendent tout de suite comme des experts IT. Donc,
c'est vrai qu'on a souvent des gens qui viennent vous dire « Attends, moi l'IT je connais, tu vas pas m'apprendre mon métier alors que ce sont des DAF ou des patrons des opérations, enfin ce sont des gens qui ne sont pas du métier. » Le directeur IT n'avait pas été suffisamment écouté parce que celui qui était au-dessus, ceux qui étaient au-dessus, estimaient en savoir plus que lui, quoi. D'où l'importance d'être légitime et intelligible, je pense, auprès du comité de direction. Parce que c'est Être quand même... intelligible, c'est simple d'être intelligible. Hein. Si vous faites pas ça, vous risquez de vous faire hacker. Si vous faites hacker, ça va être un bazar, quoi. Et c'est aussi la place du directeur IT, du DSI vis-à-vis de la direction, en fait. C'est-à-dire qu'il doit être en direct, en réalité, Pour moi, oui, bien sûr. avec le PDG, en fait. Ouais. C'est une fonction centrale. Pour moi, c'est une fonction, oui, c'est une fonction qui doit être centrale. Quoi, ouais. Patron IT et aussi patron de la sécurité. Ouais. Parce que ce sont deux fonctions qui ne sont pas compatibles l'une avec l'autre pour des questions justement on ne peut pas être juge et partie à la fois. Oui, bien sûr. Voilà. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un patron de la sécurité, un CISO et un CIO qui sont justement... En binôme, qui travaillent ensemble. Alors ensemble, non, mais enfin qui travaillent l'un contre l'autre, quoi. Enfin qui travaillent en opposition, mais en opposition constructive. Ouais. Donc ça, c'est le contexte technique. Je reviens à ma question. Et contexte humain, politique, parce que tu es souvent arrivé aussi dans des environnements où il y avait des crises politiques, où c'était compliqué. Tu parlais tout à l'heure de l'armée, etc. Dans des OIV. Alors là aussi, on découvre des situations. Moi, j'ai découvert dans une société où j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps que un des gros problèmes justement du département et qui était en train d'arraser les équipes. Donc, le patron, je l'avais prévenu, mais absolument pas, c'est pas possible, etc. Donc, là aussi, j'ai eu pas mal de travail. Et ça m'a mis en position de faiblesse parce que qui es-tu pour pouvoir juger quelqu'un qui est là depuis 15 ans, etc. Ouais. Mais c'est vrai que l'effet parlant pour moi, et puis bon, toujours avec toute une série de politiques d'alliance, on a pu démontrer que la personne était toxique. Ouais. Et donc, oui, il y a énormément de problèmes. Et puis, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que... Quand on est dans des entreprises, on ne cherche pas trop à le savoir. Mais quels sont les motifs qui ont poussé telle ou telle personne à être toxique ? Ça aussi, pourquoi on accuse... Alors voilà, je vais être très imagé. On va dire que quelqu'un assassine une personne. On va s'inquiéter de la personne assassinée. Mais on ne va pas s'inquiéter de la personne, de l'assassin. Qu'est-ce qui a poussé l'assassin à justement commettre ce type de méfait, quoi. Voilà. Donc en fait, ça aussi, et c'est très chronophage, hein, mais en fait, ça peut permettre de savoir comment cette personne peut rebondir, et ça peut aussi permettre, là aussi, ça peut me donner des armes de comment le... Voilà. Mais après, bon, là, on rentre aussi, selon les cultures, comment annoncer à quelqu'un qu'il est viré, comment annoncer à quelqu'un qu'il ne fait pas... ça, justement, c'est aussi toute une série de tâches que le manager de transition est censé faire sans état d'âme. Mais il y a toujours un état d'âme. Hein. Toujours... Et bon, là, tu commences à avoir quand même beaucoup d'expérience dans des contextes difficiles. Quels sont les principaux ingrédients, Carlo, qui te permettent aujourd'hui de qualifier le niveau de toxicité des fois d'une entreprise? Qu'est-ce qu'on retrouve systématiquement dans une entreprise où ça ne va pas? Écoute, c'est assez simple. C'est généralement quand on te décrit une mission, tu as une mission qui t'est décrite avec toute une série de choses. Tu enrichis ce contexte en ayant des entretiens donc avec la personne qui te mandate pour faire ça. Et puis tu trouves qu'il y a un tel niveau de déconnexion avec ce qui se passe vraiment. Donc là, tu te dis, il y a un premier problème. Là, il y a un premier problème, il y a un premier testicule qui se balade dans le potage. Donc, à partir de là, tu commences à chercher. Tu vois, tu commences à chercher. Et puis, ce que tu vois aussi, c'est quand tu discutes avec les équipes, parce que un des points qui est très important, c'est justement d'avoir une alliance avec ton équipe. C'est d'avoir justement une très bonne alliance, parce que ton chef étant ton premier client, mais tu ne peux rien sans ton équipe. Tu es obligé de travailler avec ton équipe et tu es obligé de faire en sorte que... C'est-à-dire que si tu réussis, tu ne réussis jamais seul. Tu dois réussir avec l'équipe. La force du collectif. Voilà, c'est très important. Mais si tu n'as pas ton équipe, tu vas sûrement pas réussir. Tu vois, ça c'est sûr. Et comment tu suscites l'adhésion
des fois vis-à-vis d'une équipe, alors que parfois le vrai problème, c'est que la direction générale veut prendre des décisions qui vont à l'encontre des intérêts de l'équipe. Comment on arrive à raccrocher les wagons dans ce domaine-là? C'est un petit peu... écoute, ta question est très simple. C'est Léonard de Vinci a essayé de faire la même chose quand il a essayé de cadrer le cercle. Tu vois. Donc oui. Alors là, il n'y a pas de réponse miracle. Ça dépend des fois, quoi, si tu veux. Ça dépend des fois, mais en fait, tu arrives assez rapidement à voir un peu quels sont les points de friction. Tu arrives assez rapidement à voir où sont les là où ça grince, et après tu vas voir, quoi. Tu creuses, quoi. Tu creuses. Tu fais en sorte que ça fonctionne. Tu essaies de faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Alors, ça marche pas tout le temps, mais bon. Voilà. Après, le DSI de transition, quand ça bug, il a besoin de comprendre. Parce que quand il pose des questions, et après, on est d'accord, hein, que quand on pose une question, on s'expose à recevoir une réponse. Mais bon, ça fait partie du jeu, et tu reçois une réponse avec la même aisance que tu te prends une baffe dans la gueule, quoi. Mais ça fait partie du jeu, tu es là pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles dans le conflit, il faut que tu ailles dans le dur, il faut que tu ailles housse-pied, il faut que tu ailles sortir les gens de leur zone de confort. Mais ça, c'est pas toujours le cas. Puis bon, tu as des gens qui mettent pas mal de protection, etc. Enfin, puis tu as toujours quelque part une taupe qui vient te raconter les choses. Ça, Sans rentrer dans le détail, mais est-ce que tu as un souvenir marquant d'une mission où ton approche a permis de résoudre vraiment des conflits de fond dans l'entreprise? Oui, c'était en Arabie Saoudite, effectivement, et les conflits de fond se sont réglés, alors pas à la saoudienne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas décapité la personne, bon, ils l'ont viré. Oui, il y a des gens qui étaient là parce que, justement, c'était quelque part une zone de confort. Et là, ça a été assez simple, parce que j'ai essayé de recentrer ma mission sur quelle était la mission de l'entreprise. Le sens profond. Oui. Non, écoute, c'est simple. Quand tu rentres dans une entreprise, quand tu vas dans une salle d'attente d'entreprise, quand tu attends d'être reçu, tu regardes généralement la mission de l'entreprise. Tu vois, et c'est généralement écrit sur un tableau, etc., notre mission, etc. Et tu ressors ça en entretien, et c'est vrai que c'est du meilleur effet. Par contre, ce que tu lis, tu le retiens. Et je ne suis pas sûr que et c'est ce qui est passé, hein, si tu poses la question aux top managers, ils ne sont pas au courant de quelle est la véritable mission de l'entreprise. Donc là-dessus, oui, tu peux avoir des surprises sur des questions très très simples. Donc à partir de là, tu commences à creuser, et tu vois que le mec, en fait, il est là parce qu'il a réussi à faire illusion, mais en fait, il ne regarde pas dans la même direction que toute l'entreprise devrait regarder. Et c'est là où ça foire, quoi. Ouais, donc on revient sur l'humain. L'humain est toujours à la base. C'est-à-dire que la technique, quelque part, elle va toujours marcher. Ce qu'il y a dans la tête d'un humain, on n'en est pas sûr. Et je sais que quand je fais des missions, je sais que sur 100% des humains avec qui je travaille, il y en a 80 qui adhèrent, et il y en a 20 qui refusent tout changement. Après, bon, on rentre sur le débat de la conduite du changement. D'où vient justement cette réticence au changement que tu as pu observer dans les organisations? La flemme, le fait que ta gueule ne leur revienne pas, et tu peux pas l'air à tout le monde. C'est une normal, réalité. Ouais. Comment? C'est une réalité souvent. C'est une réalité. Contexte, et puis, si tu veux, en tant que manager de transition, tu dois marcher avec la loi de Pareto. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses en sorte d'avoir le moins d'efforts possible pour avoir le plus de résultats. Donc, c'est vrai que tu essaies de regarder ça, quoi. Mais tu laisses des déchets derrière toi, quoi. Après, bon, tu en as certains qui vont... Tu essaies toujours de les récupérer. Hein. Tu essaies toujours de les récupérer. Il faut toujours essayer de voir le bon dans les personnes. C'est vrai qu'après avoir insisté, après t'être pris 2 ou 3 baffes, après avoir essayé d'aider des gens, etc., ça marche pas. Si la caractéristique d'une mission de management de transition qui est aussi pas mal impliquée dans l'humain, c'est que quand tu rentres dans une entreprise, c'est vrai que tu dois essayer de mettre les bouchées doubles. Donc tes journées ne se terminent pas à 19-20 heures. C'est-à-dire souvent tu termines après, etc. Puis tu as aussi des reportings à faire, et tu as des alliances qui se créent. Hein. Quand tu fais du reporting avec l'autre chef, tu le fais peut-être ne pas le faire au niveau du bureau, mais tu sors boire une bière, ou tu as des intérêts communs.
Donc voilà, chaque mission est différente, le contexte est différent sur chaque mission. Et dans un monde de IT où on se rend compte que je pense la principale difficulté pour un DSI, c'est d'arriver à aligner la vision métier, la stratégie de l'entreprise avec les moyens à mettre en place en termes de système d'information. Comment, en tant que DSI, sachant que ton rôle n'est pas forcément technique, mais on arrive à porter cette vision et à la fois transmettre aux équipes IT la vision de l'entreprise, la stratégie de fond, mais également porter auprès de la direction générale peut-être les besoins en termes d'innovation pour justement anticiper les évolutions du marché et faire en sorte que la technologie puisse vraiment accompagner la transformation de fond de l'entreprise. Alors, 2 points là-dessus. L'IT a tendance à être considéré comme le département mystérieux, là où tout se passe, mais personne ne sait ce qui se passe. Et puis, alors les apports technologiques, c'est un peu moins vrai en ce moment, puisque en fait, on apporte la technologie n'est plus tellement importante, puisqu'on peut la louer, on peut louer... Si on travaille avec de SaaS, du PaaS, enfin, on peut travailler en essayant d'aller mutualiser et d'aller chercher l'infra là où elle se trouve. On peut louer plus un service. C'est l'éternel débat, si tu veux, parce que les gens, en fait, n'ont pas forcément ce liant, quoi, les gens du département informatique. Alors, c'est vrai que maintenant, les études, le département des études, qui est le département qui bosse le plus en contact avec les métiers, c'est vrai que tu as quand même, c'est à ce niveau-là que tu dois avoir la bonne synergie qui se crée, quoi. Tu penses quoi de l'agilité dans ce contexte justement de rapprochement L'agilité, c'est quand même quelque chose qui est venu il y a quelques années déjà, mais qui a pallié, si tu veux, à tous les inconvénients du cycle en V. C'est vrai qu'à l'époque, quand on décidait quelque chose, il se passait des mois avant que ça soit... On livrait pas les bonnes choses à la fin. On livrait jamais les bonnes choses à la fin, etc. Ce qu'avait imaginé le programmeur. Mais c'est vrai que là-dessus, on essaye d'avoir le bébé et l'eau du bain, quoi. Donc, on a quelque chose, on a un modèle, et puis on l'améliore. Pour le moment, c'est la meilleure. Alors, aujourd'hui, avec l'état actuel des choses, c'est la façon qui est peut-être la plus adaptée. Alors, dans quelques années, on ne sait pas comment ça va se passer avec tout ce qui regarde le codage rapide avec l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est la méthode qui marche. Après, je ne sais pas dans quelques années comment ça va évoluer, quoi. Et justement, je reviens, je fais un petit retour en arrière sur ton PhD. Tu as quand même étudié l'intelligence artificielle à la fin des années 80. C'est ça, 94. Ouais, ok. Et donc, quand on compare ce que c'était à l'époque et aujourd'hui ce que c'est, comment tu vois la transition Tout bêtement, parce qu'à l'époque, on avait tout existait déjà. Tout existait déjà, sauf que... Il n'y avait pas assez de données, pas assez de... Ah non, sauf que, comment te dire, est-ce que dans les méandres de ta mémoire, tu sais ce que c'est qu'un PC XT ou un PC AT? Non. Voilà, processeur 80-86, processeur mathématique 80-87, et l'évolution 80-286. Donc ça, c'était les PC des années 90. Le micro, c'était... espèce de petit micro qui était devant. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, tout existait. C'est-à-dire que les grands principes, les moteurs inférentiels, les parsifications, l'étude du style, de la grammaire, existaient déjà. Sauf que on avait 10 ou 20 mégas. Et aujourd'hui, on a une puissance de... Et ce qu'on se disait à l'époque, c'est que tout deviendrait beaucoup plus simple le jour où on aurait une puissance infinie, on aurait un stockage illimité et on aurait de la qualité de matériel qui serait parfait. C'est-à-dire que maintenant, tu as des appareils photo qui permettent de faire de la reconnaissance d'images qui sont extraordinaires. Tu as des micros qui permettent d'avoir justement une qualité de voix qui est très, très fidèlement reproduite. Tu as des données qui sont infinies et qui sont restituées en un dixième de seconde, en un millième de seconde. Après... question aussi de stockage de données, c'est-à-dire que maintenant on peut pratiquement tout rentrer dans
quelque part dans un ordinateur. Alors, c'est peut-être pas en local, mais c'est restitué très très vite. Donc en fait, maintenant, on a des composants qui sont ultra perfectionnés. Alors, ce qu'on n'avait pas prévu, justement, c'était les objets connectés. Voilà. C'est un truc qui n'était truc. Mais c'est vrai il y avait des systèmes experts pour prévoir les avalanches et des systèmes experts pour la reconnaissance d'images, mais bon, c'était beaucoup plus lent, quoi. Et oui, donc quelque part, on n'est pas surpris. Par contre, si tu veux, pour moi, ce qui est toujours très important, c'est ce qu'on disait à l'époque, quoi. C'est-à-dire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, oui, bien sûr, le bon escient. Alors après, il y a aussi toute une partie qui est complètement inexplorée, c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire à partir de données qui sont issues de ChatGPT. Là, on est quand même dans un domaine qui est encore vierge d'un point de vue légal. Et surtout par rapport à avant, il y a aussi un nouveau sujet qui émerge et qu'on voit depuis quelques années, c'est le Green IT. Comment faire de l'IT de manière propre et que ça soit en tout cas cohérent avec des questions d'écologie, etc., qu'on n'avait pas forcément dans les années 80-90. Dans les années 80-90, on n'avait aucun de ces concepts. Hein. C'était l'empreinte carbone, le green. Non, il n'y avait absolument rien, de tout ça, quoi. Mais bon, ça c'est... Oui, l'IT, c'est quand même adapté avec les data centers verts. Oui, bien sûr. Donc ça aussi, c'est une évolution. C'est une évolution. Donc après, bon, toute la partie de végétalisation, toute la partie aussi de recycler et de ressortir de la chaleur, parce que la chaleur qui est émise par les ordinateurs est quand même assez importante. C'est vrai qu'avant, les chambres informatiques étaient derrière l'armoire à côté des chiottes. Maintenant, non, ce sont des locaux qui sont complètement à part, etc., etc. Oui, bien sûr. Donc ça aussi, ça a beaucoup évolué, mais à l'époque, on n'y pensait absolument pas. C'était quelque chose qui était... non, on n'y pensait pas. Et puis bon, très bien, il faut y penser, il faut faire en sorte que les choses évoluent. Par contre, c'est vrai que les data centers commençaient à exister il y a quoi, une vingtaine d'années. Avant, non, chacun avait son informatique. Et je me rappelle qu'on utilisait... parce que à l'époque, il n'y avait pas justement une uniformité des supports. C'est-à-dire que IBM marchait avec des câbles Twinax, les 36 marchaient avec du Twinax, les 43, les mainframes marchaient avec du coax. Donc c'était... c'était... et le câblage était quelque chose d'énorme, quoi. Le Twinax, c'était comme ça. C'est une autre époque. Oui, c'est une autre époque. Le Wi-Fi. Et puis bon, tout ce qui a donné aussi en termes de rapidité de connexion et de sécurisation. Ouais. Parce que tout ça avance en parallèle. Hein. Ouais. Donc non, il n'y avait pas... Oui. On parlait de data center. Comment tu vois le contexte géopolitique aujourd'hui, une course justement à une forme de primauté technologique, à une forme de... Aujourd'hui, la technologie, l'IT, c'est une puissance. On le voit. Comment tu vois le contexte géopolitique par rapport à ça? Alors, c'est une puissance. Et en fait, chaque domaine de l'IT requiert des spécialistes. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, un DSI avait... il était bon en infra, il était bon en réseau. Maintenant, il est vite dépassé. Et c'est vrai que nous avons des compétences, chacun de nous a des compétences dans des domaines spécifiques, mais on ne peut pas être pointu sur tout. Alors, les data centers, c'est un vaste problème. C'est-à-dire que c'est lié aussi à la protection des données. C'est-à-dire que est-ce qu'on est sûr que les données ne sont que en Europe? Là, il y a toute cette... il y a tout ce débat. Et c'est vrai que dans d'autres pays, dans d'autres continents, nous n'avons absolument pas les mêmes impératifs en termes de réglementation. Oui, bien sûr. Donc là-dessus, non, c'est très important. Et justement, il y a les avocats qui sont spécialisés en droit numérique qui, justement, ont des très, très beaux jours devant eux parce que, justement, il faut réglementer. Il y a deux choses à réglementer. Il y a ça, la protection des données au niveau international. Et il y a aussi toute la partie qui sera issue de l'intelligence artificielle. Quelle est la pertinence et quel est justement le fondement de ce qui est écrit sur ChatGPT, quoi. Donc ça, c'est très important. Moi, ce qui m'inquiète, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'on arrive dans un monde où il n'y a plus de consensus éthique sur ce que doit être la technologie. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, aux États-Unis,
qu'il y a des géants de la tech, il y a un rapprochement assez fort entre Elon Musk, Donald Trump, Peter Thiel également, donc une volonté d'affirmer sa puissance par le biais de la technologie, peut-être au mépris de certains enjeux dont on a parlé, écologiques. On a l'impression qu'en Europe, on a du mal à trouver notre place, à trouver notre modèle là-dessus, et qu'en Chine, pour le coup, ils sont sur un régime où clairement la technologie, l'État investit énormément et sert des intérêts politiques et de développement économique. Bah oui, mais ça, c'est justement lié à la mentalité, c'est lié un petit peu à la mentalité en Chine, chinoise, puisque Chinois agit pour sa société, l'homme ne compte pas. En Amérique, vous savez ce que c'est. En Europe, on essaye d'avoir justement une façon de faire qui est très, très orientée pour protéger l'employé. Après, ça devient une guerre de prix. Et ce qui est terrible, c'est toute la partie d'abus de langage qui est fait au niveau de une intelligence artificielle, ça résout tout. Allez, un petit coup d'intelligence artificielle et tout est résolu. Non, absolument pas. On n'y est pas encore. C'est pas encore le cas. Et il ne faut pas oublier justement que ce n'est qu'un support. C'est un support à la décision. C'est pas une décision. Pas une fin en soi. Ouais. Ah oui, mais ça pour moi c'est important. C'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et ça, c'est vraiment très très important. Après, il y a quand même beaucoup de publicités, de choses qui te disent, ouais, de toute façon, écoute, l'intelligence artificielle va tout résoudre, etc. Mais bon, c'est pour ça on n'y est pas encore. C'est vrai qu'on y tend, mais on n'y est pas encore. Après, c'est un balancier. C'est un balancier, donc c'est vrai que ça peut partir très loin d'un côté, mais ça rebascule de l'autre. N'oublie pas que pour faire admettre la laïcité, le chevalier de la Barre a eu quand même bras et jambes coupés. Hein, donc c'est vrai que c'est un petit peu dans l'air du temps. Et ce qu'on a tendance à oublier, justement, pour revenir sur la laïcité, c'est que ça a mis du temps pour être accepté et pour être acquis. Et ça ne l'est pas encore. Tu vois. Donc voilà, ce concept de balancier est très, très important selon moi. Mais justement, aussi, l'importance d'avoir des garde-fous est aussi très, très important. Et je pense une réflexion profonde sur quel doit être le sens de l'être humain aujourd'hui. Dans le sens où, comme tu disais, il faut que l'intelligence artificielle et la technologie agissent avec conscience, mais on sait que la conscience, c'est le propre même de l'homme. Et donc, l'homme doit être au centre, je pense. On doit garder à l'esprit que la technologie doit servir l'homme et non pas la servir. Oui, mais là, tu rentres aussi dans un autre discours, c'est l'éthique. C'est ça. C'est-à-dire, quelle est l'éthique dans tout ça et qui fixe l'éthique? Et l'éthique d'un pays A n'est pas la même que l'éthique d'un pays B. Et oui, c'est exactement pour ça que, justement, le fait d'avoir des data centers qui sont répliqués un peu partout te fait poser des questions sur l'intégrité et la sensibilité des données. C'est vrai qu'on peut aussi avoir des sociétés qui reviennent à des data centers privatifs. Mais justement, pourquoi? Parce que justement, il y a eu un dépassement un petit peu qui a été fait un petit peu dans justement le fait de ne pas avoir et d'avoir des trucs mutualisés. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand même le coût n'est pas la solution à tout. Tu vois, c'est-à-dire que pour pouvoir payer le moins possible, on prend des risques qui sont souvent inconsidérés. Tout à fait. On approche de la fin de l'émission et j'aimerais qu'on aborde peut-être un point sur le marché actuel dans le domaine informatique et notamment aussi dans le domaine du management de transition dans les systèmes d'information. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui, je ne sais pas, est DSI ou a une fonction avec des responsabilités dans les métiers IT et qui aimerait se lancer dans le domaine de la transition. Comment tu pourrais lui permettre d'aborder sereinement ce passage, ce changement de carrière? Alors, premièrement, il faudrait que ça l'amuse. Parce que le management de transition est un métier pénible, est un métier très dur, et il faut qu'on y trouve une contrepartie. Donc, c'est vrai que la contrepartie, c'est de pouvoir s'amuser. Si ça ne l'amuse pas, qu'il aille à la pêche, ça va être beaucoup plus simple. Un manager de transition, non.
Après, il faut qu'il ait vécu des situations complexes, parce qu'un manager de transition est recruté pour ses cheveux blancs et aussi pour le nombre de situations complexes qu'il a vécues, sans jamais sous-évaluer la complexité d'un projet. Même un petit projet peut être ultra complexe et il ne faut jamais le sous-estimer. Donc là-dessus, comment on peut faire un manager de transition? Alors, ça dépend. S'il a envie, alors si c'est un choix forcé ou si c'est un choix qu'il fait pour justement aviser, c'est de se poser la bonne question. C'est-à-dire, est-ce que c'est un monde qui l'amuse? Est-ce que c'est un monde qui... Et puis, le marché est dur pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Quand on est manager de transition, c'est vrai qu'on a un certain âge, mais... on a aussi les défauts qui sont liés à nos qualités. C'est-à-dire que de temps en temps, on se lève le matin, on a mal au dos. De temps en temps, on se... Voilà. Donc, le manager de transition travaille de façon d'arrache-pied sur tous ces projets, pour le fameux discours que je te faisais de Code Quantum. Donc là-dessus, si un manager de transition veut s'investir dans des projets de façon ponctuelle, qui peuvent être durables aussi, hein, c'est vrai que si ça l'amuse de faire ça, à ce moment-là, on le pousse à le faire. Hein. Et il y a des associations qui sont là pour ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est un métier qui peut être parfois passionnant, hein, qui peut être parfois frustrant, mais parfois passionnant. Hein, parce que quand on voit des trucs qui se disent, attends, et on voit qu'il y a des erreurs qui se produisent qui sont monstrueuses. Et là, maintenant, avec le recul, moi, je pense que tu as suffisamment d'expérience, tu as été salarié, tu as été manager de transition en indépendant. Quels sont les avantages et les inconvénients que tu peux identifier dans les deux modèles? Salarié, tout est prévisible. Salarié, tu sais quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas faire, tu sais quand tu prends tes vacances, ta femme est contente parce que tu peux prévoir des trucs, etc. etc. Manager de transition, tu arrives, tu peux te trouver devant des situations explosives, tu ne sais pas quand tu peux prendre des vacances, tu ne sais souvent pas ce que tu vas avoir le soir, tu peux te faire virer, tu peux partir le matin au boulot et revenir le soir au chômage. On va dire que c'est pas fait pour tout le monde. Non, après, bon, c'est une question de... Non, c'est pas une question d'être fait ou de pas être fait pour tout le monde. C'est est-ce que les gens ont envie de s'adapter et de faire ça, quoi. C'est tout. Bon, il y a des gens qui l'ont fait par nécessité, d'autres qui l'ont choisi, mais non, c'est une question de savoir ce qu'on veut. Et puis, bon, tu sais que quand tu planifies ta carrière, tu la planifies pour qu'elle aille dans une certaine direction, mais elle ne va jamais dans la direction dans laquelle tu la planifies. Elle va toujours dans une direction qui est souvent opposée. Donc, il faut que tu en fait... Résilience, adaptabilité. Voilà, c'est ça, résilience, adaptabilité. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui, je pense, est important, c'est la remise en question. Dans le développement professionnel, je pense qu'on arrive toujours à des moments où on peut avoir des certitudes, être confiant quant à ses compétences. Or, je pense que c'est un danger. Parce que ça nous empêche de voir certaines évolutions et d'y faire face. Voilà, comment toi tu abordes ça au quotidien? Alors, la seule certitude que j'ai, c'est le matin, quand j'ouvre les yeux et que je me sens. Je sens que je suis vivant. Voilà, ça, c'est une certitude. Après, quand tu arrives, faut écouter. Il faut toujours écouter, il faut laisser parler les gens, il faut respecter le silence. Il faut écouter, réfléchir et répondre. Mais non, il n'y a pas de certitude. Hein. Il n'y a aucune certitude dans la vie. Hein. Quelque part, c'est ce qui fait le beau de la vie. Mais alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu dur. Mais non, il n'y a pas de certitude à avoir. Il y avait une certitude, on serait pas là, quoi. Et c'est ce qui nous pousse tous à repousser un petit peu nos limites, à faire en sorte que il n'y a pas d'acquis, mais qu'on se satisfasse sur le petit acquis de la journée, etc. Non, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de certitude. Dans quelques années, ma certitude, ça va être la retraite que je vais avoir. Mais bon, on n'y est pas encore, quoi. Et de toute façon, c'est ce qui ne va pas m'empêcher à continuer à faire du management, quoi. Mais bon, ça sera une certitude, parce qu'on a un petit pécule mensuel, vu que nous, par rapport à votre génération, on a cotisé à... Carlo, on est sur la fin de l'émission.
Merci beaucoup pour ton partage, pour ton expérience qui était très riche. On a pu comprendre, je pense, avec Adrien et nos auditeurs, pas mal d'éléments sur ce qu'est le management de transition, des environnements multiculturels. Donc vraiment, sincèrement, merci beaucoup. Et vous, auditeurs et auditrices, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, sur YouTube, sur Spotify également, où vous pourrez retrouver notre podcast. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast au sein de Kairos Touch. À bientôt. À bientôt. Merci, Carlo. Merci à vous.